Bonjour et bienvenue dans les émissions de Grandiflora. Alors, au mois de juin, nous avons rencontré Yves Gillen dans son jardin, le Jardin des Marais. Et Yves réalisait des petites structures en pliant des graminées et il appelait ça des ponctuations. Je lui disais, mais Yves, où est-ce que tu as trouvé cette idée qui est absolument magnifique puisque ça matérialise parfaitement ces allées telles qu'on peut imaginer des fabriques dans les jardins japonais, mais là, c'est naturel. Alors Yves m'a dit, j'ai pris cette idée de Jean Blondeau. Alors vous avez été nombreux à nous demander, mais qui est ce Jean Blondeau? On ne trouve pas de livre, on ne trouve pas d'illustration sur Jean. Et bien voilà, on est aujourd'hui à Pornic, au pied du jardin de Jean, et on a le plaisir de vous emmener rencontrer Jean, qui va nous expliquer toute sa vision du végétal et toute sa passion de paysagiste botaniste. Vous voulez en savoir plus? Allez, suivez-nous. Oh. Jean, bonjour. Oui, Pascal. Tu vas bien? Oui, très bien. Ça fait plaisir déjà d'avoir du soleil. Oui, c'est important. C'est important. On a trouvé la journée qu'il fallait pour venir te voir. Il ne sera pas trop violent parce qu'il y a quand même de l'ombre chez moi. Hein. C'est justement ce que l'on veut voir. C'est justement ce que tu veux que tu nous expliques. C'est parfait. Comment tu as conçu ton petit coin de paradis. Voilà. Qui s'appelle le Jardin de Ré. Ouais. Et le jardin de Ré, en fait, c'est quoi? Ça vient de quoi, en fait? Tu as commencé ta vie ici, en fait? Non, j'ai pas commencé ma vie ici. Moi, j'étais pas de Pornic, déjà à l'origine. J'étais sur le Clion, donc beaucoup plus en zone agricole. Et puis. C'est pas un local pour dire ça comme ça, parce que c'est quand même. Oui. Aujourd'hui, c'est regroupé, mais le Clion, autrefois, Sainte-Marie, Pornic, c'était des concurrents. Hein. C'est ça. Et donc, enfin, des concurrents, c'est beaucoup dire, mais c'était pas les mêmes vies, quoi. Hein. Et donc, j'étais enfant clionnais, quoi, hein, jusqu'à l'âge de 14 ans. Et puis, à 14 ans, j'ai fait mon choix. Je voulais être donc dans le domaine du jardin, hein, ou de la plante, tout au moins. Et je suis parti à l'école d'horticulture des Tromblotro à Nantes. On avait, à l'époque, c'était l'époque rêvée, c'est-à-dire qu'on avait toutes les matières. On avait 18 matières en études. C'est ce qu'on appelait les jardiniers 4 branches. Donc voilà, on appelait ça les jardiniers 4 branches, puisqu'on faisait du fruitier, de la floriculture, du maraîchage et du paysage. Donc il fallait avoir les compléments dans chaque domaine d'information, ce qui fait qu'on avait donc 18 matières à étudier. Excellent. Et alors qu'après, à partir des années 68, c'est passé à l'option de choix, quoi, hein, soit la floriculture, le maraîchage. Et donc, moi, j'ai eu cette chance d'avoir ces chances ou difficultés, parce que 18 matières, c'était pas facile, surtout qu'on faisait notre travail dans la journée, et souvent les cours étaient le soir. Hein. Il y avait des journées études à l'école, mais il y avait aussi le soir, ce qui faisait que ça nous faisait à 14 ans une charge quand même importante, puisque nos heures déjà de travail étaient de 255 heures par mois à l'époque. On a l'impression d'être au Moyen-Âge, mais peu importe. Bon, ça donnait de bonnes bases. Voilà, ça donne de bonnes bases et on obtient quelque chose qui est très intéressant parce que on a une vue sur beaucoup de matières, et ce qui est important. Et botaniquement, ça nous a appris à différencier les choses et à retenir quand même beaucoup de tout ça, quoi. Et c'est important parce que le jardin, on peut avoir le coin potager, le coin floral, le coin fruitier, et quand on a ces bases, on tâtonne un peu moins. Et surtout qu'après moi, donc après ce domaine-là, je suis parti faire une formation complémentaire sur l'étranger, donc la Hollande, hein, après mes 4 ans à Nantes. Et là, j'ai appris les compléments de la pépinière, puisque c'était la base de mon engagement. Donc, tu voulais être plus pépiniériste. Voilà, oui, surtout pépiniériste. Et donc, j'ai appris les compléments de la pépinière, c'est-à-dire le greffage, beaucoup. Hein, et l'exportation, parce que ça m'intéressait, le sens du commerce, et comprendre comment on pouvait exporter les végétaux et sous quelle forme. Donc ça a été ma base de départ, voilà. Avant de revenir ici, où à l'âge de 22 ans, on m'a proposé un poste ici au Jardin de Ré, où c'était la fin d'une exploitation maraîchère. Donc c'était des terres à nu sur 1 hectare, puisque le Jardin de Ré, c'est 1 hectare de terre. Donc là, entre le château et la maison ici, il y a 1 hectare de terre. Et donc c'était une proposition d'une personne qui me connaissait de développer une pépinière, puisqu'il n'y avait pas. Et c'est le cursus que j'ai fait, c'est-à-dire développer cette pépinière pour ces gens. Et ensuite, j'ai eu l'opportunité de racheter le commerce, puisqu'il faisait une cessation. Donc voilà, je me suis mis
Je me suis mis à mon compte et lancé mon entreprise. Donc on peut dire quand même c'est toute ta vie ici. C'est ma vie. C'est ma vie. Ouais. Excellent. Certes, il y a 1 hectare de terrain vierge, j'imagine, parce que suite à une exploitation maraîchère, ça devait être bien vide et un paysage dégagé. Bien sûr, oui. Et aujourd'hui, moi, je vois plein de grands arbres. Donc, à un moment donné, est-ce que tu t'es préservé les plantes que tu savais être belles, que tu avais envie de planter pour voir comment elles allaient évoluer? Alors, il y a eu ça, oui, parce que quand on conçoit un jardin, qu'on est, moi, l'expérience, je l'avais en tant que regard extérieur sur beaucoup de contacts que j'ai eus, hein, parce que on a tous comment dirais-je, un meneur de jardin, un maître. Hein. Bon, j'ai eu la chance en tant qu'exploitant, pépiniériste et paysagiste de rencontrer beaucoup de monde et de pouvoir aussi visiter. Et là, ça a été une influence dans certaines choses de certaines personnes, hein. Mais surtout, j'ai eu mon propre regard après sur les végétaux qui m'étaient le plus sensibles. Mais il y a aussi une obligation, c'est-à-dire que là où on se trouve par rapport à la situation géographique, physique des sols et physique de son environnement, on a des obligations. Donc on ne peut pas concevoir un jardin si on ne prend pas en compte plein de paramètres. Ça, c'est important. Ici, donc, le Jardin de Retz, c'est un ancien port d'origine, c'est sablonneux à 70-75%, donc ça ne convient pas à tout. Et en plus de ça, moi, je voulais une autonomie un peu du végétal, c'est-à-dire je ne veux pas d'assistance sur le jardin. Donc, toute ma vie professionnelle, il a fallu que je sois en obligation de charge de mes végétaux, puisqu'on produit, il faut surveiller, il faut entretenir. Donc, on a une charge d'entretien, de surveillance du froid, de l'eau, de tout ce que l'on veut. Et un jardin, pour moi, il faut qu'il soit un petit peu plus indépendant, déjà pour ne pas utiliser outrancièrement en gaspillage les matériaux, l'eau et autres, et surtout, plus d'obligations, de contraintes, pas dans le jardin. Hein. Plus on a de contraintes, plus on s'en délaisse. Et c'est pour ça qu'il y a eu un choix de végétaux bien précis, avec des affinités de certaines variétés, bien sûr, quoi, hein, mais aussi pour une dominance dans l'avenir de certains végétaux et une symbiose entre eux. Donc ça a été un choix de variétés parce que, oui, je les aimais plus que d'autres, mais aussi raisonné par rapport à des paramètres de résistance dans un tas de domaines. Quoi. Bon, pour l'instant, je vois une petite savane qui m'a l'air un petit délice. On va découvrir ce... Bon, pas de contrainte, mais je vois quand même des plantes taillées quand même. Oui. Il y a quand même la formation qui est là. Bah, la contrainte, il y en a toujours, mais c'est plus une contrainte, c'est un plaisir. C'est un plaisir parce que si c'est une contrainte, on abandonne le jardin. Il doit toujours être fait avec un plaisir. C'est un jardin où il y a beaucoup de lumière de base, mais une obligation aussi, c'est d'avoir de l'ombre. Donc, parce que lumière de base, mais je vois une belle végétation. Bien sûr, il y a une belle végétation. Seulement, on doit créer des pôles selon les saisons où il y a des trouées pour être bien en plein hiver. On se trouve dans des situations où justement il y a des taupières pour ne pas envahir. Il y a des taupières aussi pour le physique du jardin. Hein, ça, c'est un plaisir personnel. Et c'est important aussi pour se donner des trouées de vue dans différents sens. Hein. C'est l'importance. Donc, on a les végétaux primaires qui nous font justement la protection, l'ombre, et après, il y a les secondaires où on a ces végétaux qui font les structures de taille et autres. Hein. C'est vraiment ce que je veux que tu nous montres, parce qu'en fait, de ce terrain vierge que tu avais, tu as réussi à créer une strate d'arbres. Et puis derrière, on sent qu'il y a la strate d'arbustes, et puis on sent après, il y a encore des arbustes un peu plus nains, plus des vivaces. Donc là, tu as réussi à créer cet environnement. Alors, l'importance déjà de base, c'est de se préserver du plus important. C'est quoi ici? Le port est à 200 mètres. C'est un couloir. Quand on est en vent sud-sud-ouest, je l'ai connu sans végétaux, puisque quand j'ai pris le Jardin de Retz, il n'y avait pas de végétation. Donc on connaît les courants d'air, on connaît la force du vent, des tempêtes. Ce que je voulais, puisque j'allais acquérir la maison, c'était de protéger déjà l'ensemble, justement, contre la violence du vent, de façon à se retrouver dans des situations au calme, se protéger soi-même, protéger son bien. Hein. Et en plus de ça, donc la violence du vent, la violence du soleil, puisque ça, c'est un phénomène aujourd'hui qui accentue de plus en plus. Et dans un jardin, si vous vous abritez sous un parasol, pour moi, c'est pas très agréable, c'est pas le meilleur des situations. Donc, il a fallu concevoir
sous la forme de protection de base, c'est-à-dire le vent, et ensuite contre le soleil. Et ça, c'est tout un équilibre qu'il faut comprendre entre les végétaux. Alors, principalement, il faut aussi concevoir que l'hiver, on doit avoir de la lumière, donc ne pas jouer que sur du persistant. Hein, il faut jouer sur du caduc, bien sûr, pour avoir cette répartition caduc-persistant qui est importante. Et savoir que pour une protection contre le vent, on ne doit jamais faire un rideau compact. On doit avoir 2 tiers, 1 tiers, c'est-à-dire 2 tiers de caduc pour 1 tiers de persistant. Un seul tiers, d'accord. Pour pouvoir filtrer le vent. On ne doit jamais arrêter le vent. Si on arrête le vent, on provoque des turbulences derrière, donc on n'est pas bien, et on déstabilise la végétation qui est derrière. Et quand on fait 2 tiers, 1 tiers, justement, le vent est filtré par les brindilles qui restent, les branches qui restent, et il est distribué à toutes les hauteurs, si bien qu'on a l'équilibre nécessaire, justement, de la protection. Passionnant. Voilà, c'est l'importance, et ça l'est encore plus vrai quand on est sur un premier fond de bord de mer. Là, c'est encore un peu plus complexe à concevoir, mais c'est tellement réaliste et logique, quoi. Mais ça... il ne faut jamais se barder, un brise-vent, un brise-vue, c'est se prémunir, mais c'est pas s'obstruer de la vue complète, quoi. Sinon, c'est l'échec. Cette glycine est magnifique. Elle s'est installée sur quoi, là? Alors là, c'est à l'origine, bon, il y a eu des plantes que j'aimais beaucoup. C'était un sophoire pleureur, et malheureusement, il est mort. Hein, voilà, comme des végétaux meurent sans trop savoir pourquoi, il est mort, et l'utilisation, ça a été une glycine. Et la glycine, je ne l'ai pas mis principalement au départ sur la maison, même s'il y en a une, mais je ne palise jamais les glycines. Hein, quand elle est montée sur un sujet comme celle-ci, on peut regarder qu'il n'y a pratiquement pas de tirant dessus. Hein. Et pourquoi? Parce que quand la plante est dans le vide, elle n'émet pas des ramifications très longues. Le fait de se retrouver dans le vide, on a l'impression qu'elle a compris qu'elle allait partir sans pouvoir se tenir, donc elle n'émet que des végétations très courtes. Alors elle forme comme un arbre. Elle se forme comme un arbre. Donc, naturellement, de laisser naturellement d'elle-même. Quand on la met dans une zone comme celle-ci où elle est libre, elle n'a pas de support à côté. On peut voir que quelquefois, là-bas sur le houx, il y a un tyran qui était parti. Là, j'en ai enlevé 2 ou 3, hein, mais pratiquement pas. Ou s'il y a un tyran, il se met à fleur. Et pratiquement pas de grands brins comme on voit sur une glycine qui est sur un mur où elle fait 4, 5, 6 mètres dans son été. Donc ça, c'est une situation aussi. C'est une observation de départ de professionnels. Le jardin, c'est aussi de l'observation, ce qui est très important, et de comprendre comment fonctionne la plante. Hein, ça, si on n'a pas compris comment fonctionnait la plante, toute seule ou entre les autres, on n'a pas compris le jardin. Et le jardin, c'est important, c'est pas toujours ce que l'on veut, c'est ce qu'il est possible de faire. Hein, en observant, parce que vous avez beaucoup d'introductions dans un jardin qui sont spontanées, elles sont venues là, vous auriez essayé, ça n'aurait pas marché. Et quand elles se mettent en place, c'est-à-dire c'est leur place. Donc c'est ce qu'il faut utiliser, c'est-à-dire la spontanéité des choses. J'aurais jamais fait un jardin spécialement de fougères au début ici, parce que c'était trop violent. Maintenant que la symbiose est faite, hein, le biotope est établi, les fougères, ils sont établis partout. Donc, puis le fait qu'il y ait toute cette hauteur et cette justement, fraîcheur, ils ont leur environnement que j'ai provoqué au départ, et maintenant s'introduit des végétaux. C'est un choix. Je n'ai presque plus l'obligation, si je veux mettre d'autres plantes, d'aller les choisir et de les mettre, sauf une de temps en temps. Mais c'est surtout de la spontanéité végétale qui s'introduit tout seul. Et là, il suffit de regarder. Si on aime, on laisse. Si on n'aime pas, on enlève. Mais c'est le biotope qui s'établit. Comme on ne va pas dans une forêt se mettre à semer des choses ou dans une prairie naturelle. Hein, les choses se font et c'est l'équilibre qu'on est capable de concevoir dans un jardin. Donc je retrouve, alors dans ce jardin, tu l'exprimes aussi très bien, tu crées des pièces, tu crées des environnements, c'est très cloisonné en fait, il n'y a pas de profondeur en fait. Non. Ça a toujours été ma volonté. Pour moi, quand on rentre dans un jardin, si on le voit tout d'un coup, déjà il n'y a pas d'intimité, et un jardin c'est l'intimité. Un jardin pour moi c'est la division de la maison intérieure, c'est-à-dire qu'une maison, vous avez une salle à manger, un salon, des chambres, ou une chambre, une salle de bain, vous avez tous les éléments qui composent l'intérieur d'une maison. Un jardin,
vous avez pour moi la même chose, c'est-à-dire que c'est un ressenti. Si on voit tout, j'ai pas envie d'aller plus loin. Quand je visite un jardin, j'arrive au départ, je vois tout le jardin, bon, ça m'inspire pas. Ou alors si c'est exceptionnellement une collection particulière, je peux y aller. Mais sinon, si je ressens pas dès le début ce jardin, je n'y vais pas. Et un jardin que on veut donner de la profondeur et de la curiosité, c'est justement d'installer une diversité dans ce jardin. Et là, les chambres créées comme ça, c'est la vie intime de la famille. C'est-à-dire, si vous recevez des amis, vous voulez être en intimité, vous choisissez l'ombre, vous choisissez le soleil, vous choisissez la distance, vous choisissez en fonction justement de tout ce qui a été créé. Ces chambres intérieures. Hein. Ce qu'on a composé bien des fois dans les jardins classiques d'autrefois, on savait faire les kiosques pour être tranquille, pour observer. Hein, on donnait une zone d'intimité. On ne donne pas une scène principale qui donne tout d'un coup du jardin. Ça, c'est pas ma façon de vivre le jardin. C'est pas ta philosophie. Non, j'ai besoin et j'ai toujours regardé quelque chose qui paraît futile, c'est un chat. D'accord. Vous regardez un chat, mes enfants me disaient, papa, mais il est où le chat? Ben, j'y regarde le temps qu'il fait. Elle dit, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'un chat, il a compris comment fonctionnait le temps. C'est-à-dire qu'il fait froid l'hiver, il est devant la maison, s'il dort pas à la maison, il dort dans un tas de feuilles tombées sous un arbuste. S'il dort là, il est à l'abri des courants d'air, du vent du nord, il est bien. Il fait trop chaud, il va s'en aller à l'ombre. Il fait moyen, il va s'en aller au soleil. Ça veut dire qu'il a compris qu'il y a des situations différentes dans un jardin. Et si vous comprenez la même chose, eh bien, vous composez la même chose, vous vous trouvez dans la situation, bah, s'il fait trop chaud, vous êtes en l'ombre, s'il fait moyen, vous êtes à mi-ombre, et si vous voulez être en plein soleil, il y a la possibilité aussi. Donc, c'est la conception cloisonnée des jardins qui permet de se retrouver dans des ambiances différentes. Et aussi, vous avez des paramètres, vous avez dans certaines zones plus de fleurs de soleil, plus de fleurs d'ombre et autres. C'est la division du jardin. Donc là, moi, de ce que je ressens, si je suis le chat que tu mentionnes, j'étais proche de la maison, tu as fait en sorte qu'il y ait plus de caducs pour laisser de la lumière sur la maison l'hiver. Bien sûr, l'hiver, ça c'est important. Là, on a un peu plus de soleil, même actuellement, comme on parle, on le voit. On s'avance, ça y est, on commence à avoir des arbres un peu plus importants qui nous apportent cette fraîcheur. Voilà, ça c'est l'important. Et ça, c'est ce que tu as prévu, c'était ton souhait. C'était de créer cette strate qui fasse que... Et avec cette période qu'on va commencer, même si cette année c'est un peu exceptionnel, on le sait, beaucoup d'eau, mais il y a 2 ans c'était la canicule, et là tu avais de la fraîcheur. Il y a de la fraîcheur. Plus on va se rapprocher des zones justement où on a planté d'une façon intense, mais caduque et persistant, comme je le disais tout à l'heure, il ne faut pas que ce soit que du persistant, parce que sinon l'hiver, ce sera une zone très froide, alors que le peu de soleil l'hiver apportera la lumière et on sera bien quand même. Mais on va le rechercher évidemment dans les périodes où il fait très chaud, comme on a connu ces dernières années. Là, c'est exceptionnel parce qu'on peut être dans le jardin, on s'y repose. De plus, ici, il y a aussi une autre obligation, c'est qu'en tant que recevant des hôtes, puisque je fais chambre d'hôte, le jardin cloisonné leur permet de choisir justement les endroits où ils ont envie d'être. Et l'année dernière, les gens ne partaient pas sous un parasol à la plage, ils étaient dans mon jardin, dans les zones les plus fraîches. C'est donc l'importance. Mais la composition de départ du jardin est vraiment très importante. Il faut toujours une directive de base. Après, on améliore au fur et à mesure parce que on découvre, on observe, le jardin se modifie, les végétaux évoluent. Donc c'est là où il faut aussi travailler, c'est-à-dire ne pas les laisser tels qu'ils sont, il faut les éclaircir, il faut laisser la possibilité aux autres en dessous d'évoluer. Donc c'est un travail au fur et à mesure. Un jardin n'est jamais fini. Il y a quelquefois de ce que vous avez fait un excédent, mais il faut modifier justement l'excédent à juste mesure. Donc tu as taillé en conséquence, tu as fait en sorte que les arbres ne se développent pas nécessairement. Non. Donc tu as tout. Et alors c'est vrai que tu le mentionnais aussi dans nos discussions, cette approche débourgeonnée, de nettoyer, de faire en sorte qu'on laisse passer la lumière. Tu prenais l'exemple de ce jardin en Bretagne, l'atelier, c'est ça? L'atelier, à Perros-Guirec. C'est une personne qui a compris justement, comme tous ceux qui sont proches du jardin, comme professionnel, il est sur une zone, donc Perros-Guirec, qui est beaucoup moins
en lumière que chez nous, et ils ont également des obligations de protection contre les vents, comme on l'a ici, puisque c'est à peu près les mêmes jardins qu'on a ici sur la côte, hein, avec les mêmes végétaux, pratiquement les mêmes végétaux par rapport à l'époque. Donc il a compris que pour avoir de la lumière, on ne pouvait pas laisser les arbres foisonner autant. Mais contrairement à certains principes que les gens font malheureusement chez nous, c'est-à-dire que quand ils ont trop d'ombre pour leur maison, ils coupent systématiquement les arbres à la mi-hauteur, c'est-à-dire des chênes verts de 100 ans sont rabattus à la moitié, on n'a plus que des moignons, et là, après, c'est la cacophonie, parce qu'on repousse beaucoup plus de branches que la logique, et c'est une destruction de l'arbre, quoi. Donc la façon de pouvoir conduire sa végétation, c'est surtout les bourgeonnages. C'est-à-dire qu'on doit enlever une certaine quantité de branches internes, former les charpentières, et ce monsieur, donc l'atelier, lui pratique encore différemment, puisqu'il monte dans les végétaux et il va ébourgeonner les pousses de l'année, c'est-à-dire que sur du pin, vous avez des pousses de 30-40 cm, et ben il va les rabattre de plus au tiers, quoi. Hein. Donc il empêche la croissance de la pousse de l'année, au lieu de faire 70 à 80, et elle en fera plus de 15 ou 20. Donc c'est une méthode, un peu une bonsaïfication sur du grand végétal, mais c'est une passion qu'il a, c'est une méthode et qui marche très très bien, quoi. Mais c'est très vrai, et puis on ne le voit ne serait-ce que le paysage qu'il y a juste derrière nous, c'est ces jeux de lumière par rapport à ces ouvertures qu'il y a dans les arbres, ça a créé cet intérêt. On ne crée pas parce qu'on a mis beaucoup d'arbres que de l'ombre, justement. Si on étudie bien, si on éclaircit nos végétaux adéquats, on a ces percées de lumière qui sont très, très importantes, hein. Donc on a des chambres, alors après tu les organises comment? Tu cherches à avoir des thèmes quand même, le thème japonisant, le thème ou pas du tout? Non, maintenant... je vois le potager quand même. Mais par rapport à maintenant, bon, voilà, je vieillis, hein, puisque j'ai 73 ans, donc je ne veux plus de charges qui s'impliquent dans l'avenir. C'est-à-dire que autant à une époque j'étais très plante vivace, très collection vivace, choses et autres que j'ai vendu, que j'ai collectionné pour moi. Maintenant, je suis pas blasé. Mais le jardin, je ne veux plus me forcer tous les jours à l'obligation justement de surveiller si elles vont bien, ceci, cela. Celles que j'ai sont beaucoup plus spontanées aujourd'hui, même si je réintroduis des plantes, mais c'est des plantes qui doivent être résistantes. D'ailleurs, pourquoi? Parce que je ne fais pas d'arrosage, donc elles doivent supporter toutes les températures possibles, donc il faut que ce soit des plantes adaptées, et je préfère la spontanéité des végétaux qui s'établissent, hein, même si j'en introduis encore régulièrement. Plus de forme, non, c'est simplement de la spontanéité pour ressembler le plus à ce que j'ai connu dans l'enfance, c'est-à-dire la campagne. Hein. Ce ne sera pas un jardin de campagne, c'est un jardin spontané de ville mélangée. C'est un jardin qui vieillit, et voilà, qui vieillit pour moi très très bien comme ça. Voilà, hein. Tout s'organise bien. Oui, c'est organisé. Bon, par contre, je reste toujours fidèle à mes idées, c'est-à-dire que un jardin, on doit avoir une autonomie dans ses matériaux, donc il y a toujours aussi des plantes qui sont mises en place pour pouvoir être utilisées dans le jardin. Hein, par exemple, je fais travailler les commerces, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais par exemple, bon, j'ai un potager, la structure que j'utilise dans le potager, ça va être les bambous que j'ai utilisés ici. Bon, il faut attacher les végétaux, je vais pas acheter de la gaine plastique ou du raffia, j'ai ce qu'il faut chez moi. Donc j'ai de la cordyline, j'ai quelques phormiums, donc on travaille avec des éléments ou de l'osier, donc je travaille avec les éléments positif du jardin. Tes liens, c'est les feuilles de phormium et de cordyline. Voilà, c'est ça. Et de l'osier. Puisque j'ai de l'osier dans un autre endroit, mais j'ai de l'osier. Donc, on va pouvoir l'observer déjà sur le... Voilà. J'utilise le bambou pour faire les pergolas, quoi, bien sûr. Hein, et soutien... Toutes ces belles cannes, ça vient de... Voilà, ça vient du jardin. Bon, là, elles sont bonnes à refaire. Quand elles ont fait 4-5 ans, elles commencent un peu à se défaire. Mais bon, c'est pas compliqué, hein. J'ai de la recherche à côté. J'aime bien ton pressage, en fait, tu joues des alternances. Alors, effectivement, on retrouve tes petits liens. Et également, donc une palissade là pour une semi-séparation, et également pour avoir un petit peu de vigne. Il y a même du haricot dedans qui a poussé. Hein, voilà, quoi. Très bien. Mais toujours la matière première utilisée, et la tâche
Quelquefois, bon là, elle a été faite obligatoirement avec un lien rigide, mais sinon, je ne l'ai pas ici, on va le voir ailleurs, c'est fait à l'osier, et puis ouais. L'osier, voilà, l'attache sur les fouettiers. Ah oui, l'osier, très bien. Voilà, l'osier. Parfait. L'osier, c'est à peu près 3 ans de sécurité, hein. Quand on fait une attache à l'osier de cette sorte-là, c'est à peu près 3 ans. Mais en général, comme on taille en complément l'hiver, parce que moi je fais des tailles en verre l'été. Hein, je ne fais pas que la taille hivernale, je fais la taille d'été. Donc l'hiver, on recontrôle et en principe, au bout de 2 ans, je refais mes attaches, quoi, hein. Donc l'osier, là on voit bien, ça c'est de la cordyline. Pour une mauve, ça c'est la guimauve, hein. Et donc, comme il y avait trop d'eau, elle a poussé beaucoup et elle avait tendance à tomber, donc une petite attache. Et ça, le végétal a pour importance de vivre. Il vit, même si on croit qu'il est mort, il vit. Parce que s'il pleut, il se resserre, s'il fait chaud, il se lâche. Même une attache comme ça? Ah ouais, même une attache comme ça, la plante ne rentrera jamais dedans. Il va y avoir une élasticité du végétal qui va se faire. On ne peut pas blesser autant une attache plastique classique qu'on va acheter. Au bout de 2 ans, la plante, elle est rentrée dedans, elle est condamnée, quoi, hein. C'est-à-dire qu'on va avoir la trace dans l'écorce et même dans le cœur après, hein, quand on l'oublie, alors qu'un végétal, au bout de 3-4 ans, il va pourrir et même il va avoir ce côté élastique qui fait qu'il ne blessera pas la plante. C'est ce qui fait qu'on a l'intérêt, voilà, d'attacher les végétaux. Et puisqu'on a la matière première qui est en décoration dans son jardin, eh ben pourquoi pas l'utiliser, quoi, hein. C'est la logique de la symbiose du jardin. Et dans l'utilisation, tes 2 bancs, tu les as dénichés ou tu les as faits? Ah non, non, ça c'est ma conception. C'est ta conception. C'est le plasticien artistique. Mais ouais, j'aime bien m'exprimer. Oui. En plus, ça vient des terrains que j'ai en campagne, sur du vieux chêne, et c'est un bois qui ne pourrit pas, puisque c'est du chêne, et il y a des endroits où sur le chêne, sur les vieux chênes, il y a des branches qui sont piquées quelquefois par les insectes, donc elles ne poussent plus et meurent, et elles se déshydratent intérieures, mais elles ne pourrissent pas. Elles ne pourrissent pas, ils ont 15 ans d'existence ici, hein, et ça ne pourrit pas. Donc c'est un bois comme s'il était fossilisé, quoi. C'est un morta, quoi. C'est un morta. Voilà, c'est pas le morta de la bruyère, c'est le morta du jardin de Ray. L'autre jour, il y avait des gens qui trouvaient ça beau. Souvent, ils trouvent que c'est beau. J'ai dit, ouais, j'ai récupéré. C'était les fauteuils de Gilles de Rais dans le château. Voilà. Non, c'est pas vrai. Vous avez récupéré là-bas? Bah, bien sûr. Je suis en bonne relation avec le châtelain. Donc. Mais il faut avoir plein de poésie dans le jardin, sinon c'est pas drôle, hein. Alors, tout simplement, l'exemple du fusain que tu as ici, tu l'as laissé, il était en haie à un moment donné, hop, tu l'as émondé, il est maintenant, tu l'as formé en plateau en hauteur. Oui, pourquoi? Parce qu'en dessous, bon là ces jours-ci, j'ai pas nettoyé, c'est un peu plus spontané, mais j'ai une fougère qui m'intéresse beaucoup. J'ai surtout des orchidées en dessous, hein, donc c'est le blétina, le blétina, l'orchidée, et puis il y a eu quelques annuelles de chez mon confrère. Hein, les pépinières GQ, ça vient de chez lui. C'est ça. Voilà, donc voilà. Et des plantes que j'aime bien, un peu d'exine qui prend la place, quoi. Mais bon, il y a un peu de spontané. Mais voilà, l'effet, justement, voilà. On ouvre et qu'on laisse des ouvertures sur ce qu'il y a derrière, quoi, hein, pour faire évoluer. Donc on revient dans 5 ans et là, on aura une belle table végétale. Ah oui, là, ça sera une très belle table. En espérant que je ne serai pas fatigué du jardin d'ici là, quoi. Oh, je pense pas. Donc, voilà. Parle-moi de celle-ci. Une solanacée. J'ai pas le nom exact parce que ça, c'est une graine qui m'a été donnée par mon copain Yves Brunelière il y a 15 ans. Hein, et donc, il m'a dit, ah là, tiens, je vais te donner la graine, tu vas voir, c'est superbe. Et effectivement, son cadeau était vraiment une merveille et j'en donne aujourd'hui à ceux qui en veulent parce que c'est une très belle plante. Hein, c'est magnifique. Une belle solanacée, c'est magnifique. Hein, quand on voit les teintes, et pour mes enfants et surtout mes petits-enfants qui travaillent beaucoup le travail manuel, quand on voit les dégradés de couleurs qu'il peut y avoir dedans, les formes, c'est absolument génial. Hein. C'est beau, hein. C'est très beau. Hein. Ah oui.
L'autre jour, j'avais des visiteurs, on dit, oh, on peut prendre des photos parce qu'on fait beaucoup de peinture. Et quand on voit les teintes et tout, c'est la merveille de la plante. Hein. De toute façon, elle nous donne, on le sait, hein, tellement de choses différentes. Bon. Donc tu récupères les graines chaque année que tu replantes, je laisse tomber. Tu laisses tomber. J'en récupère pour en donner, mais je laisse tomber. Ce que j'aime beaucoup, c'est la spontanéité des choses. Quand on veut composer soi-même un jardin, quelquefois, on est trop rigoureux dans la disposition que l'on fait, même si on sait qu'il faut du spontané. Mais quand on laisse les graines mûrir, pour d'autres raisons aussi, que je vais expliquer, quand on laisse mûrir, il y a toujours des graines qui vont tomber, d'autres qui ne repousseront pas. Mais on a toujours une réserve parce qu'on en met un peu de côté. Et quand elles lèvent, il y a une spontanéité. J'ai rien semé cette année. Ici, d'habitude, je mets des tomates. Et j'en ai pas mis cette année parce que je voyais la levée qui se faisait. Et là, eh ben, je suis désolé, mais on a un mix border qui me convient très bien. Absolument. J'ai pas choisi de mettre la molène, elle est venue toute seule. Hein. Et ben voilà, elle va faire sa déco. Déjà, elle fait ses contrastes. J'allais te dire, le hasard fait que tu as du bleu, tu as du jaune, tu as les deux couleurs complémentaires. Mais quand on compose, et souvent avec ma femme, on dit oh non, le jaune avec du bleu, ah non, c'est pas beau. Ou l'orange avec du bleu. Avec du bleu, c'est pas beau. Alors que quand il y a des spontanéités de levée de végétation, ben on remarque que ça s'accorde sans problème. Je regarde l'autre côté où il y a les oignons, là, hein, ça a levé aussi dedans, puisque je fais mon compost. Donc en faisant le compost, automatiquement, on récupère le tout. Alors après, on fait le tri, on le fait pas. Hein, mais quand je vois l'orangé, le rose, le rouge du coquelicot, le jaune-orangé des cosmos, hein, c'est l'Introsogneus, eh ben il y a une composition de mix border qui est faite quand même. Ça c'est voilà. Comme quoi la spontanéité, quelquefois, elle est mieux réussie que ce que l'on fait soi-même. C'est pour ça que l'observation des choses est importante dans le jardin. On sait ce qu'il faut faire, mais il faut laisser faire aussi les choses de façon à observer. Et puis on a un résultat. Ça veut dire aussi que tu as un sol qui est propice à recevoir les graines. Ça veut dire que tu amendes quand même l'hiver. J'amende qu'avec l'organique que j'ai dans mon compost. Bon, je remets un peu de calcimère, un calcium, parce que comme c'est énormément de feuilles de chêne et autres, on est acide. En remettant du calcimère, donc c'est un calcaire marin avec des algues broyées, on a l'équilibre qui fait qu'on obtient un pH quand même correct pour avoir du légume, quoi. Hein. Quelquefois un peu de comment dirais-je, fumier de cheval déshydraté, de façon à apporter un peu plus d'organique direct, quoi. Hein. Mais le compost en général suffit, quoi. C'est pas. Ça pose dans tous tes massifs, dans tes potagers sur les villes. Je vois que tu as créé des jauges pour se relever partout. Alors, on a l'inconvénient qui, pour moi, ne l'est pas, c'est-à-dire qu'on va avoir des levées. Après, on laisse pas, hein, c'est tout. Hein. Il y a des fois où ça dérange de laisser, il y a des fois où on les enlève, et puis on va pas en faire non plus, si on veut des radis, laisser spontané et tout lever, parce que là, on mangera pas de radis, hein, ou alors ils seront bouffés par les autres. Absolument. Mais voilà. Hein. Donc voilà, donc les attaches en osier, comme je disais tout à l'heure, sur une propre vivante d'osier. Mais ici, je suis pas assez fort en humidité et assez fort en argile. Donc l'osier ici est moins approprié parce que justement, il n'a pas sa réserve d'eau pour l'été et c'est un croisillon de 3 ans. Il est quand même un peu faiblard, quoi. Hein. En plus, il y a le laurier à côté qui le pompe pas mal, donc mais c'est pas grave, je me suis amusé, et puis on fera autre chose une prochaine fois, quoi. Je vois que le figuier, ta protection a bien fonctionné. Ah oui, là, c'est important parce que c'est très important parce que l'équilibre du fruitier dans le jardin aussi est important. Et je suis un gros consommateur de figues. Je transforme beaucoup les figues et c'est pour ça que bon. Le principe chez moi, j'ai plusieurs figuiers, hein, il doit y en avoir 4 importants. Le figuier, je laisse 5% pour les oiseaux. Je ne condamne pas tout, ils ont le droit à 5%, pas plus. C'est vrai. Ouais, parce que, non, mais j'ai une chance, c'est d'avoir 32 espèces d'oiseaux de passage. Elles sont pas toutes là en même temps. J'ai compté depuis plusieurs années, 32, 33, ça dépend des années, 31. Mais le maximum que j'ai pu voir, c'est 32 espèces passer et vivre dans mon jardin. Donc, ça veut dire que il y a des passages importants. Et si je veux les conserver, eh bien, il me faut le biotope tel qu'il est là pour pouvoir justement les faire vivre. Hein. Et il y a eu beaucoup de nidification.
Et donc, ils ont besoin de se nourrir. Moi, un oiseau, il est granivore, frutivore, insectivore. Donc, il doit trouver sa vie. Il doit trouver de quoi manger dans le jardin. Je ne fais pas d'assistance de graines aux oiseaux. S'il y a des graines dans mon jardin, ils la trouveront. S'il y a des vers, ils la trouveront. S'il y a du fruit, ils le trouveront. Mais par contre, c'est de l'eau. Obligatoirement de l'eau en permanence dans un jardin parce qu'il a besoin d'eau. À hauteur pour pas que les chats interviennent justement quand ils viennent se boire ou se baigner. Mais ça, c'est important. Sinon, bah, c'est 5% de fruits, quoi. Hein, que ce soit les mirabelles, les cerises, que ce soit les figues, le raisin, voilà, quoi. Ils mangent comme moi, mais pas plus de 5%. Il faut que tu alternes alors, hein, parce que pour protéger ceci, il faut qu'ils aillent manger autre chose. Eh ben, ils mangent autre chose. Ils mangent celles qui ne sont pas encore protégées. Ouais. C'est pour ça, c'est important. Mais bon, quand même, je fais des efforts. il faut qu'ils en fassent aussi. Mais bah là, je dois avouer que c'est des petits morceaux. Là, bon, je pense que ce soir, je vais pouvoir me régaler avec celle-là. Hein, mais il y a encore plus beau que ça. Quand je t'ai vu la toucher, visiblement. Celle-ci, elle est à point. Là. Ça, c'est vraiment... Mais c'est des délices hein, quand on aime la figue. C'est quelle variété celle-ci? Alors, normalement, ça devait être une Madeleine des 4 saisons. C'est ce qui m'a été vendu, parce que celui-là, je ne l'ai pas fabriqué, mais c'est pas ça du tout. C'est pas des du non. Ça vient pas de chez Jikio? Non, pas du tout. Je plaisante, parce que c'est ma hantise de ce mélange d'étiquettes à la multiplication. C'est un mélange d'étiquettes encore qui a dû se produire là où je l'ai eu, mais bon, c'est pas grave, j'en tiens pas rigueur. Je pense que c'est une Dalmatie. Donc, mais c'est pas grave. Je pardonne celui qui me l'a vendu. C'est ce que je me dis à chaque fois. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Oh, bah, t'as des belles tomates, toi. T'as pas d'eau ici ou quoi? Alors, j'ai pas d'eau. Bah, j'ai pas d'eau. D'abord, je les ai plantées très très tard. Ah oui, donc t'es comme moi, tu attends les fruits. J'ai planté très très tard et bah, j'avais peur parce que c'était mouillé. J'ai enlevé déjà beaucoup de feuilles parce qu'elles prenaient la rouille, hein, déjà. Mais pour la première fois, j'ai construit, alors, à ma méthode bambou, une petite serre et qui a fonctionné. Hein, donc, bah, au moins, je les ai protégées. Mais on voit bien, hein, déjà, là, ça souffre encore. Mais j'en mangerai quand même quelques-unes. C'est tard, hein. C'est tard. C'est tard, ouais, mais c'est pour tout le monde pareil. Hein. Oui, je confirme. C'est pour tout le monde pareil. Mais ben voilà, quoi. Les 5%, ils commencent à me les manger. Hein, vous voyez, ma tomate, je la mange. Regardez, on dirait quelqu'un qui me regarde. Vous voyez pas les yeux, là, hein, les yeux, le nez, là, comment il me fait les gros yeux, celui-là. Ben, je suis sûr que c'est la souris qui me regarde ailleurs. C'est vrai que ça a été bien proportionné. Hein. Ça a été une sculpture. Hein. Ah, mince, alors, la première tomate, il te la bouffe. Il me la bouffe. Non, mais je vais fermer à clé, comme les 5%, ils les auront plus. Hein. Il va bientôt y avoir un filet. Ils se sont vengés de ma fille, ils mangent des tomates. Alors, je t'ai dit qu'ils allaient chercher autre chose ailleurs. Utilisation toujours, bien sûr, de la matière première, c'est-à-dire là pour du haricot grimpant, du bambou, quoi. C'est la technique de pouvoir posséder ce que l'on a. Tu as vu le bouquet de roses qui s'est posé, donc ça c'est un tableau. C'est un tableau. Mais il y a eu mieux que ça. Au printemps, c'était beaucoup mieux que ça encore. J'avais l'impression que tu l'avais préparé pour notre visite, mais non, elle s'est posée là. Elle a trouvé le... Mais au mois de mai, c'était encore pire que ça. Et celle-ci, c'est Sourire d'orchidée. Sourire d'orchidée? Sourire d'orchidée, c'est un rosier que j'ai vendu en quantité impressionnante pour tous ceux qui m'ont fait confiance sur ce rosier, parce que c'est un rosier un peu basique, je dirais en forme. Mais moi, il y a une naissance qui est importante, c'est-à-dire que j'ai commencé ma vie horticole à 3-4 ans dans la campagne, puisque j'étais en campagne et j'étais toujours avec les paysans, garder les vaches, apprendre à greffer, ramasser les patates, le foin et tout, le blé. Et dans mon enfance, hein, me revient toujours, les haies qu'on avait autrefois, les belles haies bocagères, et avec de l'églantine partout. Et le parfum de l'églantine, c'est le même pour Sourire d'orchidée. J'allais te dire, on le sent là, c'est ça, il y a un léger parfum. Sourire d'orchidée, on est dedans. Et c'est une poésie, c'est une douceur. Et elle est impressionnante cette forme, parce que là, d'où je suis, on dirait un Magnolia stellata. Ouais. Et en plus de ça, c'est une variété qui est très bonne à manger. Ah oui. Et c'est très bon. Parfumé. Donc, je ne vais pas te laisser tout seul, le 5%. Le 5%. C'est l'aubépine, quoi. Les boutons d'aubépine. Le rosé de l'aubépine, parce qu'il y a l'aubépine très rose, l'aubépine blanche, hein, et l'aubépine, pardon. L'églantine, pas l'aubépine.
Mais voilà quoi. Et dans la poésie des mélanges, pour moi, c'est une qui est sans être trop chargée. J'aime pas les végétaux qui apportent une floison où on croule, où c'est un peu lourd, quoi. Je préfère quand c'est un peu plus dispatché. Ouais. Là, à travers les bambous, il y en a un qui s'est mis. L'autre côté, il y en a. Mais elle aime l'ombre, alors. Elle supporte. Elle supporte. Elle supporte. On va bien la trouver de lumière qu'elle a. Il n'y a pas grand-chose. Ça lui convient pour faire quelque chose. En haut, dans le bambou, elle est montée. Mais tu la classifies comme rosier liane ou C'est un rosier arbustif, tout simplement. Arbustif. Mais quand on laisse un rosier faire, il devient liane. Excellent. Il devient liane. Excellent. On trouve un sucre à la fin. Ah ouais, c'est excellent. On trouve un sucre qui vient qu'à la fin. Ah ouais. Et un parfum. Hein. Ah bah carrément. On a un parfum de rose. Dès qu'on a croqué dedans. On a un parfum de rose à la fin. C'est impressionnant. Hein. Bon là, c'est la fin des pommes de terre. T'en as eu quand même. Ah bah oui, tout ça c'est des pommes de terre nouvelles. Hier midi j'ai mangé un petit sauté de pommes de terre nouvelles et là il y en a encore plein. Hein. D'accord. Voilà les petites grenailles quoi. Hein. Elles sont là. Effectivement, avec creusé, on voit. Elles sont là quoi. Ouais, il y en a encore. Il y en a encore à manger. Hein. Voilà. Bon là c'est les nouveaux haricots mis en place puisque je fais beaucoup de haricots grimpants. J'en mange jusqu'à la Toussaint, quoi, à peu près. Ah oui. Grossièrement, puisque là, il va y en avoir aussi. Quand j'ai fini ça, dans une semaine et demie, jusqu'au 15 août, on peut planter du haricot. On le mange octobre, hein, donc septembre, le temps qui vienne. Ouais, j'y pensais pas, mais tu as raison. Si. Alors moi, c'est une variété un peu particulière, c'est Mélissa. Mélissa, c'est un haricot violet. Oui, c'est celui que tu avais sur tes palissades tout à l'heure. Ouais, mais je l'ai ramassé hier, là, et ce sera à manger ce soir. C'est un haricot violet, et quand on le fait cuire, il devient vert tout de suite. D'accord. Alors on peut le manger en vert, en demi-sec et en sec. Et c'est Yves, Jardin du Marais, qui me l'a montré la première fois. Alors tiens, c'est marrant que tu parles d'Yves, du coup, cette histoire de ponctuation que tu lui avais montré un jour, qui borde maintenant ses allées, tu sais, c'est plier les graminées. Ah oui, ça c'est une idée qui m'a chippé. Bah oui, c'est ce qu'il nous a dit. Mais oui, parce que bon, j'avais cette poésie dans le jardin paysager qui était dans la pépinière, de tous les petits showrooms que j'avais créés. Il y avait un endroit où j'avais une graminée, je me souviens plus son nom exactement, je la vois encore, hein, et je l'avais pris en boule, je l'avais attaché, ça faisait une boule, et j'ai eu un magnifique, enfin cette fois-là un très beau reportage, Mon jardin, ma maison, qui présentait cette plante, parce que c'était un peu insolite de voir ça, une graminée qui était attachée comme ça. Et Yves, bien sûr, a lu Mon jardin, ma maison, est venu ici, il l'a vu. Et après, je dis, dis non, Yves, non, t'as pas trouvé une idée quelque part par là? Il dit, non, c'est spontané. Hein. Non, bien sûr. Non, il l'assume complètement. Bien sûr. Ah, d'accord. Les bienfaits du potager, pour moi, mais comme pour le chien, parce qu'il est herbivore, donc il est végétarien. Hein. Ah ouais? Oui, il est végétarien. Oui, ça c'est le haricot. On va même faire de la publicité pour les producteurs haricots, tellement ça croque dans la bouche. Hein. Faut écouter, hein. Là, tu vas montrer comment ça croque bien, mon chou. Tiens, fais voir. Regarde. S'il te plaît, assis. S'il te plaît. C'est bon, les haricots. Hein. Mais il les mange tout seul. Hein. Ah là, lui, il a le droit, il a plus que 5%. Ah, excellent. Regarde, excellent. Il les prend lui-même. Tiens, là. Inzo, là. Inzo. Là, Inzo, là. C'est magique. Allez, je comprends pourquoi il y a une barrière. Oui, c'est important. Mais bon, je partage avec les oiseaux, mais avec les chiens aussi. Avec les chiens aussi. Viens, mon chien. Hop. Viens. Allez, on y va. Hop, on y va. Hop. Voilà. Le faire entrer, c'est pas un problème, mais le faire sortir, c'est quand même autre chose. Hein. Alors ça, c'est le truc que personne ne comprend, mais c'est mon parasol. Ah, c'est ton parasol. On le monte. Ah ouais, bien sûr. C'est ton parasol. Il y en a beaucoup qui cherchent, hein, ils ne trouvent pas. Par contre, je vends les bambous. Il faut juste que j'aille chercher... Tu déroules...
Je t'aide? Non, 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 non. Non. Pas pour l'instant. Bon, pas pour l'instant. Oui, c'est comme Yves. C'est comme Yves, pas le droit de l'aider. C'est toute une stratégie. C'est magnifique. Je vois que tu l'as pensé. Toute une stratégie. Évidemment, c'est pas made in Hong Kong. Hein. Non, non, non. Non, ça c'est. C'est made in Jardineraie. Excellent. Voilà, on est dans la dernière pièce du jardin. Et voilà. Superbe. Superbe. Voilà, bravo. tout simplement. Bravo. Un vieux drap usé qui a servi, et puis ma femme participe à mettre les anneaux puis les coutures. Hein. Ouais. Et puis voilà, on est bien là quand on a envie de se reposer à l'ombre d'un parasol. Hein. Mais c'est plus pour donner une ambiance que d'être à l'ombre du parasol. Oui, parce que tu as les arbres qui voilà, sont là c'est plus pour créer. Et puis, mais quelquefois, quand il fait moyen, il y a un peu de soleil, on vient là, on est en dessous. Ça évite aussi, quand on est en train de manger, d'avoir quelques petits problèmes qui tombent de gauche, de droite. Donc ça aussi, voilà. Et puis, on aime bien créer des petites ambiances un peu particulières, quoi. C'est top. Mais c'est pas compliqué. Hein. Donc voilà, donc là on est dans la dernière pièce de ton jardin en fait. C'est la dernière, voilà. Après on imagine qu'il y avait la pépinière plus loin, mais la pépinière est plus loin. Ce que l'on voit à côté, c'est la haie, double haie que j'avais fait dans les derniers moments pour pouvoir justement protéger cette partie-là, hein, qui est là. Après, il y a beaucoup de végétaux, mais qui sont beaucoup plus espacés. Et cette partie-là, je la voulais très dense, sachant qu'un jour, je serai ici. Oui. Donc, ce qu'il fallait, c'était briser la vue, le bruit, la lumière, hein, qui était importante, quoi, et le vent. Donc, aujourd'hui, on a un résultat avec un mélange qui est assez, je pense, assez réussi. Ils vivent bien les uns les autres. Hein. Il y a eu peu de pertes quand même, quoi. Bon, moi, je n'ai plus le pouvoir de l'entretenir. Il y aurait des choses qui seraient importantes à faire. Mais bon, c'est plus de mon domaine, donc évidemment, là, on voit que la gestion se fait naturellement par les végétaux. Certains sont en train de manger les autres, mais bon, c'est l'évolution du jardin. Hein, c'est un peu comme comme le jardin du Marais, hein, chez Yves. Il a cette évolution qui fait qu'un jardin, de toute façon, un jour, prend ses droits et il va évoluer justement naturellement. Même si on n'y touche pas, il restera quelque chose qui sera différent de ce que l'on pourrait faire. Mais après tout, c'est la spontanéité justement des jardins qui sont libres. Et on a des résultats qui sont très bien parce que là, j'observe qu'il y a du noisetier qui est en train de lever un petit peu partout. Je vois ça, Et ben là, il va trouver sa place. Et si certains disparaissent, on va avoir d'autres qui vont réapparaître un moment. Hein. L'important, c'est qu'on a peu d'herbes dites envahissantes qui arrivent. Donc, ça c'est du spontané. C'est du spontané qui est arrivé là. C'est du spontané, oui. Parce que j'avais planté beaucoup de variétés de collection de noisettes pour la vente. Hein, donc on a beaucoup d'écureuils. Donc ils emmènent, ils perdent. Hein, donc voilà, c'est la spontanéité. Je vois qu'il y en a encore un ici. J'en ai vu d'autres qui levaient encore l'autre jour, un peu partout. Donc voilà, on a la reprise spontanée des choses qui est en train de se faire. Et c'est le but justement d'un jardin qui est abandonné sans être abandonné. Quoi, hein. Alors est-ce que tu continues à chiner un petit peu, trouver des vivaces? C'est important parce que mentalement, comme je reste toujours un petit peu actif dans le domaine du jardin, donc pour guider les gens et puis par nécessité pour eux, hein, il y a des situations où il y a besoin, il faut toujours chiner, regarder. Et donc ces recherches pour voilà. Quelle est ta dernière pépite alors? La dernière pépite? Oh, la dernière pépite, ça pourrait être celle-là. Hein. C'est vrai? Celle-là, oui. Celle-là, pour moi, puisque je consomme et je fais consommer à mes chambres d'hôtes, c'est une verveine qui nous vient du Chili, mais sans là. Oh, c'est de la... C'est Hollywood Chewing Hollywood Chewing. C'est Hollywood Chewing. C'est ce que j'allais dire. Elle est exceptionnelle. Impressionnant. Ouais.
Et donc c'est le feuillage que tu... c'est le feuillage, on utilise le feuillage. J'ai l'autre verveine classique citronnelle qui est parfumée citronnelle, mais celle-ci est complètement différente. Chewing-gum, c'est Art romantique, qui est un confrère, plante médicinale, plante aromatique et tout, qui fait ça. Hein. Et je l'avais rencontré, c'est Saint-Jean-de-Bourgard, et venait d'arriver, il me dit, ouais, j'ai trouvé ça sur le Chili, ça vient du Chili, cette variété exceptionnelle. C'est piquant sur la fin. Oui, mais alors le parfum, pour faire des, comment dirais-je, des tisanes hein, dans l'après-midi, l'été, c'est excellent. Hein. Ça, c'est important. Hein. Donc ça, c'est une des pépites que tu as trouvées. Oui, c'est une pépite que j'aime bien, qui fait partie des plantes aromatiques pour le potager, quoi. Hein. Alors, on vient de voir une tourterelle qui s'est envolée. Hein. Ouais. Hein, eh bien, voilà pourquoi. Hein, parce qu'elle vient prendre son bain dans sa baignoire, dans son pédiluve. Oui. On l'a gêné. Alors, ça, c'est le plus important, c'est l'eau en permanence pour les oiseaux. Oui, alors les périodes de moustique tigre, ça va être un problème, ça. Ouais, mais j'ai pas constaté. Là, dedans, ça a été remis ce midi, l'eau a été remise ce midi. C'est régulier, puisque quelquefois, il faut 10 litres, pas cette année. 15 jours, mon arrosoir fait 10 litres, 10 litres tous les 15 jours. D'accord. Mais l'année dernière, c'était tous les 2 jours. Ah oui. 10 litres tous les 2 jours, parce qu'un oiseau se lave et boit. Et comme il y a peu d'eau dans le secteur... Hein, d'eau douce. Oui, d'eau douce, parce que je ne sais pas si beaucoup en mettent. Et moi, je sais qu'ici, ça défile entre les mésanges, les merles, les grives, les pigeons et machin. Là, il y a la queue d'attente. Hein. Il faudrait que je mette une petite boîte à côté pour... Un ticket. Prenez votre ticket. Un petit ticket. Mais non, j'ai pas observé, même dans les larves ici, hein, dans ma fontaine, normalement, c'est vidé. Quand les fleurs de camélia tombent, je vide, je remets propre. J'ai voulu faire l'expérience pour voir si dans l'eau, éventuellement croupie, il y avait. J'ai pas trouvé. Et en plus de ça, l'eau s'est éclaircie, je n'en vois pas. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de passage de moustique ici. Donc, pour moi, ça reste positif, quoi. Mais il faut être vigilant quand même. Hein. Ah oui, à la période actuelle. Très, très vigilant. Hein. Et donc, je vois là, on revient sur l'habitat, la maison d'hôte. On voit qu'il y a déjà plein de petites tables qui s'installent. Donc là, pour accueillir... Là, c'est les zones, disons, de repos des uns et des autres. C'est surtout aussi pour les chambres d'hôtes où on a la possibilité d'accueillir les gens en extérieur quand ils veulent manger en extérieur le matin ou même s'ils veulent lire l'après-midi. Toutes ces zones avec une intimité, quoi. Hein, puisque nous, on vit ici et ils ont leur chambre à côté et c'est partagé. Mais c'est compris. C'est compris, c'est que les gens comprennent le fonctionnement à partir du moment où vous gardez l'intimité. Il y a des fois où les gens ont envie de parler, ils le font savoir plus ou moins sous certaines formes. Et il y a un dialogue qui s'installe justement par rapport à tout ça, quoi. Est-ce que tu parles de ta passion jardin? Oui, voilà, la passion de jardin et de plein d'autres choses. Mais souvent, les gens, quand ils ont observé le site, le site, c'est en pleine ville, c'est merveilleux. Donc il y a un besoin aussi de communiquer avec les gens, quoi. Hein, et ça a apporté aussi professionnellement à certaines époques la conception de certains jardins. Et il y a 3 ans, une très très belle aventure en Bourgogne avec des gens qui étaient ici et des passionnés absolument extraordinaire. D'accord. Voilà, tu m'amènes une superbe conclusion. Parce que j'ai envie de dire, c'est comme pour ça qu'on vient ici, c'est pour ça qu'on vient au Jardin de Ré, et pour se loger, profiter d'une belle rencontre avec toi, et échanger sur le jardin. C'est le partage justement des uns des autres qui amène justement des conclusions intéressantes, parce que plus on partagera, plus on exposera les problèmes que l'on rencontre les uns et les autres dans le jardin, plus on s'aperçoit qu'il y a des gens qui ont besoin de tout ça, du savoir des uns des autres. C'est la passation du savoir. Hein. Moi, j'ai encore des jeunes qui viennent, qui ont envie d'apprendre, et je me dis, mais attends, si, il y a la confiance encore, et justement, parce qu'il n'y a plus la passation verbale des choses. Et même avec l'agriculture, c'est pareil, puisque je peux conclure sur ça. Je fais également sur les terrains que j'ai en campagne du chêne tétard. Hein, du chêne ou du frêne tétard, c'est-à-dire la transformation de l'arbre pour l'utilisation du bois à différentes strates, quoi, hein, puisqu'on utilise, sans couper le tronc, on utilise le bois en le coupant d'une certaine manière. On a du bois 2 ans après, 3 ans après, 10 ans après, 15 ans après, selon l'exploitation qu'on veut faire. Ça, c'est le tétard. Et j'ai commencé donc l'année dernière également le plissage de haies vivantes.
C'est-à-dire qu'on coupe les arbres aux 2/3 et on met à l'horizontale le tiers restant, même peut faire 4-5 mètres de hauteur, ça n'a pas d'importance, et on les place entre des piquets ou d'autres arbres existants pour créer des haies vivantes, hein, Ouais, donc, pour éviter le barbelé ou le grillage. C'est-à-dire qu'un cheval, une vache ne peut pas passer à travers quand elle s'est redéveloppée. Donc quand est-ce que tu nous reçois pour cette présentation alors? Voilà, ça c'est autre chose. Voilà, mais ça, on le fait de novembre à mars, quoi. Hein. Mais j'ai eu un groupe de jeunes ici qui sont des jeunes agriculteurs vraiment très intéressés et puis qui prouvent déjà par ce qu'ils font quelque chose d'intéressant. Donc voilà, c'est une passation encore qui ne m'était pas due à mon savoir historique de la Vébinière, mais que j'ai aussi appris en faisant des randonnées auprès d'anciens qui l'ont vécu, quoi. Bon, bah, écoute, on va s'inviter alors. Oui, hein, bien sûr. Ah oui, à l'automne, pas de problème. Et puis surtout, on prévient tout le monde qui peuvent organiser leur séjour, en fait, venir ici, dormir, échanger avec toi le matin, et puis aller voir Yves l'après-midi. Oui, c'est tout à fait ça. Et il y a une belle journée d'échange et de partage. Bon, super. Bon, Jean, Pascal, merci. Un grand merci. Merci, à bientôt. C'est vraiment très agréable de te rencontrer. Merci. Enzo, merci d'avoir montré comment tu régalais les haricots. Comment un chien peut vivre du jardin aussi. Quoi. Exactement. Merci beaucoup, Jean. Merci. À bientôt et bonne continuation. Au revoir. Voilà, j'espère que vous avez apprécié autant que moi cet échange. C'est vraiment du bonheur de parler avec des passionnés comme Jean. Et surtout, comme je l'ai dit, prévoyez votre séjour, venez ici, profitez du jardin de Ré pour avoir une belle nuit, profitez de Pornic, profitez d'un échange avec Jean, et après, vous franchissez la Loire et vous allez voir les jardins du Marais avec Yves Gillen. Voilà, je vous retrouve bientôt pour une autre émission, pour d'autres découvertes, pour d'autres rencontres, mais surtout, jardinez bien.